Quand on a terminé le travail de terrain et quand on a terminé d'analyser au laboratoire tous les échantillons, tous les prélèvements qu'on a fait sur les oiseaux sur le terrain, eh ben on arrive en fait à la production d'une énorme masse de données. À titre d'exemple, on a mesuré 5 ou 6 caractères morphologiques sur à peu près 8 ou 9 000 oiseaux. Et puis ces données, elles sont multipliées par le type de caractère. On a des mesures génétiques, des mesures immunitaires, des mesures de couleurs, etc., etc. Et donc on se retrouve avec des tableaux de données qui sont énormes. Donc par exemple, ce tableau de données représente simplement les génotypes de 550 individus d'une seule et même espèce, capturée en Guadeloupe. Et ces génotypes sont présents sur 10 locus, 10 gènes différents. Et comme il y a 2 allèles par gène, ben on se retrouve avec un tableau qui fait à peu près 20 colonnes et 550 lignes. Et quand on regarde rapidement ce tableau de données, on voit qu'il y a des données, mais finalement on n'y voit pas grand-chose. On est obligé, pour essayer de faire parler ces données, cette information, d'utiliser des outils statistiques, qui peuvent être des outils très simples ou des outils plus évolués. Et la première chose qu'on peut faire assez simple, c'est de calculer ce qu'on appelle les fréquences alléliques. On va calculer la fréquence de chaque allèle dans chaque population pour pouvoir ensuite les comparer. Alors, quand on regarde le tableau des fréquences alléliques issu du tableau des génotypages, ben, on voit qu'on se retrouve finalement avec un tableau qui contient à peu de choses près une dizaine de lignes, une dizaine de colonnes. Donc l'information elle est cette fois beaucoup plus parlante parce que si on regarde par exemple cette population C1, eh bien, dont les fréquences alléliques peuvent être représentées par ce petit camembert, on voit majoritairement il y a un allèle orange et puis un petit peu d'un allèle gris. Et si on compare à la population B5 ici, on s'aperçoit que cette population B5 elle contient beaucoup plus d'allèles avec des fréquences un peu plus équilibrées. Donc ce qu'on peut dire c'est que la population C1, génétiquement, elle est plus pauvre que la population B5. Et ensuite, on peut aussi comparer les fréquences alléliques entre populations pour savoir si elles sont identiques génétiquement ou au contraire très différentes. Et si on compare les 3 populations B3, B4 et B5, eh bien on voit que B4 et B5 ont à peu près les mêmes couleurs, donc les mêmes allèles. Donc c'est des populations qui génétiquement se ressemblent, même si les fréquences alléliques varient un petit peu. Par contre, on voit que la population B3, elle contient des allèles qui sont quasiment tous différents de ce qu'on trouve dans la population B4 et B5. Donc ça veut dire que cette population est génétiquement différente, ce qui, par rapport à la problématique de la fragmentation, peut traduire en fait son isolement et le fait qu'elle échange très peu d'individus avec les autres. Le fait de calculer, de représenter des fréquences alléliques sous forme de camembert, c'est évidemment ce qu'on peut faire de plus simple en statistique. Ce n'est que la première étape. Et bien sûr, si on veut faire des comparaisons objectives, je ne peux pas me contenter de regarder les camemberts à l'œil et de les comparer. Et on est obligé, une fois qu'on a fait ce genre d'analyse descriptive assez simple, d'utiliser toute une batterie d'analyse beaucoup plus complexes qu'on appelle des tests statistiques et qu'on utilise avec des logiciels de statistique. Et cette partie du travail d'analyse de données, elle est extrêmement importante parce que c'est la dernière phase et elle est aussi extrêmement longue. Il faut savoir qu'en général, on passe plus de temps à analyser les données que le temps qu'on a passé sur le terrain à les collecter.